Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Jean-Marc Lachaud et Bruno Pequignot. Série esthétique. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusive d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherche et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. La série esthétique vise la théorie de l'art ancien comme contemporain ainsi que la réflexion sur le goût et les pratiques esthétiques. Dernière parution. Marie-Paul Sébastien, lire Murakami. Une esthétique de l'anamorphose, 2021. Vincent Lecomte, l'art contemporain à l'épreuve de l'animal, 2021. Amélie Bonnet-Balazu, voyage imaginaire dans le dernier royaume de Pascal Quignard. In illo tempore, 2021. Pierre Paliard, critique de la pensée dualiste et art contemporain, 2020. Itzhak Goldberg, traduit par Sheila Malovany-Chevalier, Yavlensky The Promised Face, 2020. Bruno Deschênes, les modalités de la conscience. Formes expressives et relationnelles de l'intentionnalité, 2020. Marie-Clotilde Rouz, Désir d'être et paroles poétiques, 2020. Johan Guglielmetti, Silence, bruit et musique au cinéma, 2020. Daniel Defay, Là où les sens se rencontrent, Harmonie 1 et 2, 2019. Bruno Deschênes, Une philosophie de l'écoute musicale, 2018. Publication du CEREAP, sous la direction de Dominique Berthet. Distance dans les arts plastiques, édition du CNDP, 1997. Art et appropriation, Ibis Rouge édition, 1998. Art et critique, dialogue avec la Caraïbe, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 1999. Les traces et l'art en question, L'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2000. Vers une esthétique du métissage, L'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2002. L'émergence d'une autre modernité, L'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2002. L'art à l'épreuve du lieu, L'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2004. L'audace en art, L'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2005. Le rapport à l'œuvre, co-direction Jean-Georges Chally, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2005. Figure de l'errance, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2007. Vision de l'ailleurs, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2009. L'utopie. Art, littérature et société, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2010. Une esthétique de la rencontre, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2011. L'art dans sa relation au lieu, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2012. L'imprévisible dans l'art, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2012. L'insolite dans l'art, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2013. Une esthétique du trouble, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2015. 40 entretiens d'artistes. Martinique, Guadeloupe, tome 1 et tome 2, L'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2016. Art et transgression, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2017. Art et engagement, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2018. Création et insularité, L'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2020. L'art à l'épreuve de sa réception, L'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2021. Le CEREAP publie aussi une revue, Recherche en esthétique. L'ensemble des numéros est présenté sur le site du CEREAP, http://berthetdominique.wix.com/site-du-cereap page 4/CFVG. Avant-propos. Dominique Berthet. Ce volume rassemble les communications qui ont été prononcées lors d'un colloque organisé par le CEREAP, qui s'est tenu en Guadeloupe, en novembre 2016.
Au cours de ces 2 jours se sont succédé des universitaires, philosophes de l'art, sociologues de l'art, plasticiens, des Antilles et de l'Hexagone, des doctorants, des critiques d'art ainsi que des artistes. Le thème du colloque « Art et hasard » laissait supposer que ces 2 termes peuvent être liés, en ce sens qu'il peut y avoir dans la création artistique la présence d'une part de hasard. Dans la vie quotidienne, le hasard en tant que ce qui relève de l'imprévisible, de l'incontrôlé, de l'inattendu, peut avoir quelque chose d'inquiétant. On le redoute, comme tout ce qui échappe à la prévision. Ce qui est contrôlé et maîtrisé est considéré comme plus sécurisant. Nos sociétés vont d'ailleurs vers toujours plus de sécurité et de contrôle. Ce qui dans la vie peut donc poser problème s'envisage d'une autre façon dans le processus créateur. En effet, nombreux sont les artistes qui admettent que le hasard ou encore l'accident influent sur leur pratique. Ce qui explique d'ailleurs que le résultat final ne correspond jamais exactement à l'intention initiale. Entre l'idée de départ et la réalisation aboutie existe un monde incertain, celui de l'élaboration, de la construction, de la mise en forme avec son lot de surprises, de difficultés, d'imprévus. Quel serait l'intérêt de la création, si l'on savait exactement quel en serait le résultat ? Différents artistes parlent de ce temps et du travail de réalisation comme une lutte avec la matière, le support, les outils, etc. Par ailleurs, il convient de noter que derrière le terme hasard, tous les créateurs ne mettent pas le même sens. Outre ceux qui ont l'illusion de tout contrôler, et ne reconnaissent pas l'intervention du hasard, les autres observent ce phénomène surgir, le laissent opérer, s'en accommodent, ou au contraire tentent de le diriger. Certains, comme les dadaïstes, l'ont utilisé comme méthode, y voyant une façon de se libérer de la maîtrise, de la technique, du savoir-faire. Le hasard devient un moyen de lâcher prise, de s'émanciper et de se libérer de la raison. D'autres, comme les surréalistes, l'envisagent comme une manifestation du désir et de la nécessité. André Breton parle de hasard objectif. D'autres encore, à l'instar de Jean Dubuffet, l'envisagent comme un accident favorable qu'il convient de prendre en compte et d'utiliser. La question de l'intervention du hasard concerne donc l'acte de créer, et la façon dont l'artiste en tire profit ou non. Dans l'usage qui en est fait, 2 choix au moins s'opèrent. Celui consistant à accepter entièrement ce que le hasard produit et ne pas y revenir, considérant le résultat comme satisfaisant et définitif. Ce fut le cas par exemple de Jean Arp qui faisait du hasard sa matière première, ou au contraire celui visant à adapter cette manifestation de l'incontrôlé au gré d'un but recherché. C'est le créateur qui évidemment décide du sort qu'il entend réserver au hasard. Denis Rio le dit ainsi: l'artiste conserve toujours un rôle déterminant. Il prend ou non des dispositions susceptibles de laisser le hasard se manifester. Il accepte ou rejette les résultats obtenus et il assume sa responsabilité en les signant de son nom. La signature apposée sur l'œuvre est en effet l'indication de son achèvement, du moins aux yeux de son auteur, et d'une certaine satisfaction faisant que l'on en reconnaît et que l'on en revendique la paternité. Ce volume est divisé en 3 parties: l'intention, l'incertitude, le hasard, pratique artistique et hasard, expérience de la contingence et du hasard. Celle-ci traite précisément de ces différents aspects au travers d'approches théoriques et conceptuelles pour certaines, en prenant appui sur des exemples précis d'artistes ou de courants artistiques pour d'autres, la dernière partie apportant le témoignage d'artistes qui expliquent la façon dont la question de la contingence et du hasard intervient dans leur propre pratique photographique et plastique. L'intention, l'incertitude, le hasard. Tout hasard doit être banni de l'œuvre moderne, et n'y peut être que fin. Bruno Pequignot. Cette phrase de Mallarmé tirée de son commentaire du Corbeau d'Edgar Poe semble régler le problème posé cette année dans ce colloque intitulé « Art et hasard », et qui s'inscrit à mon sens dans la ligne de certains qui l'ont précédé comme sur l'imprévisible en art ou encore sur l'insolite. Si comme l'écrit Sarah Troche qui souligne que la question du hasard et de l'art n'est pas une question fréquente en philosophie. Non que les textes philosophiques soient nombreux à traiter de la question du hasard en art. Au contraire, cette question n'est presque jamais abordée si ce n'est d'une manière ponctuelle, dans un contexte plus large. Ainsi Aristote rapportant le propos d'Agathon: l'art affectionne la fortune et la fortune l'art. Montaigne évoquant l'anecdote du peintre Protogène dans un essai consacré à la fortune, ou Deleuze analysant le rôle des traces accidentelles dans la peinture de Francis Bacon.
C'est encore plus vrai en sociologie, où au cours de mes lectures je n'ai jamais rencontré la moindre allusion à cette question, sans doute jugée trop philosophique ou esthétique, pour mériter une réflexion sociologique. C'est donc un pari particulier que ce colloque me donne l'occasion de relever, et je remercie les organisateurs de m'y avoir invité. On pourrait y voir une forme de hasard, en acte. En effet, il est assez improbable qu'un sociologue soit invité dans une rencontre d'esthétique et de sciences de l'art sur un tel sujet. Il est moins hasardeux de l'inviter à réfléchir sur la réception par exemple comme l'année dernière. Bien sûr, si on se réfère à Laplace pour qui le hasard est le nom qu'on donne à notre ignorance des causes naturelles, on pourrait penser qu'invoquer le hasard serait l'effet d'une pensée paresseuse, même si on ajoute la correction que Cournot nous propose de cette proposition de Laplace qui définit le hasard comme la rencontre de deux séries causales indépendantes et qui se veut, comme l'écrit Jean Clément, une réfutation de Laplace. Et de fait, si on replace cette citation dans le texte de Cournot, elle semble prendre un sens plus complexe. Nous croyons avoir éclairci dans d'autres ouvrages et défini plus exactement que ne l'avaient fait nos devanciers, l'idée du hasard, en montrant que ce n'est point, comme on l'a tant répété, un fantôme créé pour nous déguiser à nous-mêmes notre ignorance, ni une idée relative à l'état variable et toujours imparfait de nos connaissances, mais bien au contraire la notion d'un fait vrai en lui-même, et dont la vérité peut être dans certains cas établie par le raisonnement ou plus ordinairement constatée par l'observation, comme tout autre fait naturel. Ainsi pour Cournot, loin d'être une sorte de cache-misère de notre ignorance, le hasard désigne un simple phénomène naturel, et comme tel constatable et observable. Ce qui constitue bien apparemment une réfutation de la position de Laplace. Cependant, si on poursuit la lecture de ce passage, qui ouvre le livre de Cournot, on peut souligner qu'en fait, il dit autrement le principe même du déterminisme laplacien. Le fait naturel ainsi établi ou constaté consiste dans l'indépendance mutuelle de plusieurs séries de causes et d'effets, qui concourent accidentellement à produire tel phénomène, à amener telle rencontre, à déterminer tels événements, lequel pour cette raison est qualifié de fortuit, et cette indépendance entre les chaînons particuliers n'exclut nullement l'idée des apostrophes. Une suspension commune de tous les chaînons à un même anneau primordial, par-delà les limites, ou même en deçà des limites où nos raisonnements et nos observations peuvent atteindre. Et à la page suivante, il en vient même à utiliser l'expression de loi du hasard. Ainsi, loin d'être une réelle réfutation de la proposition de Laplace, il s'agit en fait d'un développement plus riche et plus construit, mais qui reste, comme chez Laplace, déterministe en ce qui concerne la survenue d'un événement, rien n'est sans cause, en bref, même si, comme il le dit, certaines causes échappent à notre observation. En effet, chaque événement peut être l'objet d'une investigation qui permettrait de remonter à plusieurs séries causales plus ou moins indépendantes et par exemple notre rencontre relève de plusieurs séries causales dont on peut faire la liste, toujours incomplète. Le choix de Dominique Berthet de l'intituler, articulé à son choix plus ancien d'organiser ces rencontres, ce qui exigerait une enquête sur sa biographie professionnelle et personnelle qui ouvrirait alors à une explication de ce choix où l'histoire et l'apostrophe inconscient ont sans doute une grande part, mais aussi les logiques institutionnelles imposées par les institutions, avec ce que ces logiques comportent de façon générale comme règle pour gérer une carrière universitaire et en particulier dans son insertion en Outre-mer. Bien sûr, il est possible d'ajouter dans la liste le fait que les artistes sont nombreux, et dans toutes les disciplines artistiques, à invoquer le hasard comme source d'inspiration ou de création, à quoi on pourrait aussi évoquer le fait que certains événements tragiques récents ont pu susciter comme réflexion sur le hasard d'être ou non présent au lieu de l'événement. Récemment, la presse s'est fait l'écho de personnes qui se trouvaient 1 heure avant sur la terrasse d'un café à Paris, qui avaient prévu d'y aller et qui pour de multiples raisons ne s'y trouvaient pas au moment de l'attentat terroriste. Chaque jour dans le monde, il y a des gens qui ratent leur avion, et pour ceux dont l'avion qu'ils devaient prendre s'est écrasé, ce ratage est une chance, due au hasard et si on est religieux à une prédestination. Bref, inutile d'allonger cette liste pour comprendre ce qui est en jeu dans une telle question. Le hasard semble commander bien des aspects de notre existence. Une rencontre, une lecture, un spectacle que rien dans notre biographie ne pouvait laisser penser qu'on le verrait ou le vivrait peut changer de façon parfois essentielle le cours de notre existence. Chacun d'entre nous pourrait en raconter ainsi plusieurs, renforçant par l'effet de répétition l'impression qu'il y a dans nos vies une part, parfois importante de hasard.
C'est ce sur quoi insistait Louis Althusser dans un texte publié après sa mort, où il défend un matérialisme de la rencontre ou encore un matérialisme aléatoire. Un matérialisme de la rencontre, donc de l'aléatoire et de la contingence qui s'opposent, à un matérialisme de la nécessité et de la téléologie, c'est-à-dire une forme transformée et déguisée d'idéalisme. À partir d'une autre démarche, il retrouve ainsi ce que nous propose Cournot. Louis Althusser part d'Épicure et de la théorie dite de la déclinaison des atomes. Épicure nous explique qu'avant la formation du monde, une infinité d'atomes tombaient parallèlement, dans le vide. Ils tombent toujours. Puis survient le clinamen. Le clinamen, c'est la déviation infinitésimale, aussi petite que possible, et qui fait qu'un atome dévié de sa chute à pic dans le vide, et rompant de manière quasi nulle le parallélisme sur un point, provoque une rencontre avec l'atome voisin et de rencontre en rencontre un carambolage et la naissance d'un monde, c'est-à-dire de l'agrégat d'atomes que provoque en chaîne la première déviation et la première rencontre. Mais revenons à notre thème, sur le hasard et l'art. Comme je l'ai souligné précédemment, c'est chez de nombreux artistes un thème très souvent mis en avant, comme le souligne Saratroche. Ce n'est pas dans la philosophie, mais au sein des écrits d'artistes que le croisement entre art et philosophie s'avère effectif. La théorisation de la question du hasard dans les écrits d'artistes contient de nombreuses références explicites et précises aux sources philosophiques traitant cette question. Et de citer Morellet, Breton, Duchamp, Bacon et d'autres. Reste à savoir ce que peut signifier un tel recours au hasard pour expliquer, ou seulement commenter une œuvre par l'artiste qui l'a fabriquée. Il s'agit de tenter de comprendre un tel recours par rapport aux idéologies qui traversent le champ esthétique et artistique, et ce qu'il représente comme rejet d'autres propositions possibles à propos de leur travail de production artistique. À la question de Bourdieu, qui crée les créateurs, on pourrait ici substituer une autre, que créent les créateurs, ouvrant une réflexion sur la part de volonté, de choix, voire d'intention dans le travail artistique. En se baladant sur Internet, on peut trouver un site où sont proposées quelques citations d'artistes qui invoquent le hasard. C'est de là que je voudrais partir, pour tenter de comprendre le processus qui les amène à cette convocation. Voici un échantillon de ces citations. Lorsque ma peinture devient bonne, je sens toujours atrocement une grande part de hasard, comme un vertige, une chance, etc. Nicolas de Staël. Commencer un tableau est une aventure, dont on ne sait où elle vous conduira. L'intérêt de l'artiste serait faible s'il le savait par avance. L'artiste est attelé avec le hasard. Il tire à U et à dia, cependant qu'il dirige comme il peut, mais avec souplesse, s'employant à tirer parti de tout le fortuit à mesure qu'il se présente. Du Buffet. Je reviendrai plus longuement sur cette citation ici tronquée. Pour moi, un tableau n'est jamais une fin ni un aboutissement, mais plutôt un heureux hasard et une expérience. Picasso. La peinture est pour moi comme un accident. Je la conçois, mais je n'arrive presque jamais à ce que j'avais prévu. Elle se transforme elle-même. En fait, je sais rarement ce que sera la toile et beaucoup de choses se produisent par accident, parce que cela devient un procédé de savoir quel élément de l'accident je vais choisir de préserver. Francis Bacon. Les dessins qui m'intéressent le plus se sont faits les yeux fermés, je sens ma main glisser sur le papier. J'ai une image en tête mais les résultats me surprennent. Willem de Kooning. Toi peintre, regarde tes palettes et tes chiffons, les clés que tu cherches ils y sont, du Buffet. Combien de fois, au moment de mettre du bleu, j'ai constaté que j'en manquais. Alors j'ai pris du rouge, et je l'ai mis à la place du bleu. Vanité des choses de l'esprit, Picasso. Que nous disent ces citations, qui d'ailleurs pourraient sans aucun doute être multipliées? Il me semble qu'elles décrivent une situation qu'on peut présenter en plusieurs points. Le premier est un rejet des théories ou représentations de l'œuvre, comme application ou illustration de ce qui aurait été conçu au préalable. Il n'y a rien de préétabli dans l'œuvre, et même si comme le dit Bacon il a prévu quelque chose, ça ne se passe pas de façon conforme à ses prévisions. Pierre Soris indique bien que cette question du hasard ne fonde en rien un courant ou une école en art. La simultanéité des événements permet l'adoption d'un point de vue transversal sur l'histoire de cette déflagration, plutôt qu'un cheminement strictement chronologique qui induirait une linéarité relevant de la fiction, plutôt qu'un parcours empruntant la voie des classifications, maintes fois éprouvées, des groupes et des mouvements,
ce sont les différents types de hasard décelés parmi les éclats de l'explosion qui président à l'organisation de cet ouvrage. Les facettes du hasard sont d'autant plus variées qu'il n'est circonscrit à aucun mouvement, ni à une discipline. Le geste du peintre et celui du sculpteur furent mis à l'épreuve de l'aléa comme le furent l'écriture, l'interprétation scénique et la musique. Le foisonnement des méthodes, de formes, d'expression du hasard invite à l'envisager par la multiplicité de ses physionomies. Cette conjonction de discours sur le hasard en art est en effet un élément à prendre en compte si on veut tenter d'en comprendre la signification. Il s'agit de comprendre ce qui se joue à ce moment donné de l'histoire sous le discours du recours au hasard. Il souligne ensuite: le hasard est convoqué dans l'art autour de 1960, par des techniques et des moyens très variés. Mais comment provoquer le hasard sans le dénaturer en faisant en sorte qu'il reste imprévisible? Là réside tout le talent des artistes qui assemblèrent les rouages de la mécanique du hasard. Entre méthode rigoureuse et improvisation spontanée, le hasard offre différents visages sur lesquels nous nous proposons de faire la lumière. Il indique bien ici que le hasard n'est pas n'importe quoi, mais qu'il est provoqué à partir de la mise en place de dispositifs rigoureux qui ont pour fin de permettre la production d'un effet non prévu. C'est bien ce que nous dit Louis Althusser, qui va chercher chez Machiavel un exemple de son matérialisme aléatoire. Il écrit: « Il faut créer les conditions d'une déviation et donc d'une rencontre pour que prenne l'unité italienne. » C'est bien ce dont il s'agit ici, créer les conditions d'un accident, d'une rencontre, du hasard pour que ça prenne sous la forme d'une œuvre. Est-il pour autant imprévisible? C'est bien le problème qui est posé par cet ensemble de discours et de représentations de l'activité artistique. Une telle idée a été développée par Pierre Francastel. Comme je l'ai déjà traité ailleurs et ici même il y a quelques années, je ne fais qu'y revenir rapidement. Le moyen d'expression qu'on appelle art est une des formes de la pensée en acte absolument irréductible à toutes les autres. Il y a une pensée plastique ou figurative, comme il y a une pensée verbale, mathématique, économique, politique ou biologique. Chacune de ces formes de la pensée reposant sur un exercice d'un certain nombre de fonctions fondamentales de l'esprit. Ce qu'il faut retenir ici de cette citation, c'est l'idée que l'esprit humain a à sa disposition plusieurs facultés pour penser, ce qui n'est pas sans faire écho à la position de Bachelard sur la pluralité des raisons, et qu'aucune n'est dépendante des autres ou d'une autre en particulier, fût-elle la pensée verbale, le plus souvent confondue avec la pensée tout court. Dans la production d'une œuvre, il n'y a pas une sorte de plan préétabli verbalement qui ne serait que traduit ou transposé plastiquement. Il emploie le mot irréductible, qui doit être ici pris au sens fort. Il souligne plus loin: d'autres en revanche intègrent les signes dans des ensembles irréductibles aux lois de la pensée verbale et conceptualisée. Ce sont elles qui constituent le domaine de l'art. Il y a donc des représentations qui ne peuvent passer par la pensée verbale et qui, pour s'exprimer, ont besoin d'autres modes de figuration, plastique par exemple. Les arts plastiques en ce sens sont irréductibles à la pensée verbale. Un tableau n'est pas une histoire, un film n'est pas un roman, une sonate n'est pas un poème, une photographie n'est pas un témoignage écrit. L'œuvre d'art dit à la fois plus et moins qu'un texte écrit ou un discours. Elle dit différemment quelque chose de notre réalité, transformée, reconstruite par l'imaginaire. On peut sans doute décliner une telle proposition d'une autre manière, en soulignant ce qu'une telle position des artistes signifie comme rejet qu'un processus logique participerait à la genèse de l'œuvre, avec l'idée du rejet du soupçon de procédé, qui est parfois utilisé pour critiquer un artiste accusé de se répéter plus que d'inventer quelque chose de nouveau, alors que depuis le XIIIe siècle et l'émergence de la catégorie d'art, à l'orée de la modernité, l'impératif de produire du nouveau participe à la définition même de l'activité artistique. Enfin, et notamment dans la citation de Dubuffet, il y a une insistance sur la dimension de travail dans l'activité de production d'une œuvre. Ce qui signifie un rejet, très moderne, de toute forme d'inspiration surnaturelle dans cette activité. Le hasard ne désigne pas un processus de révélation, au sens religieux du terme, de vision qui serait inspirée par une instance transcendantale. L'artiste manipule, comme disait François Dagonier. Il manie des objets, des couleurs, des formes, les agence, les combine, les construit et les déconstruit et propose une nouvelle organisation dans un espace donné, celui de l'œuvre. Les citations de Picasso ici sont particulièrement éclairantes,
où il mobilise le hasard et l'expérience, comme c'est le cas de la substitution du rouge au bleu, qui n'est sans doute pas exempt d'une allusion politique, mais c'est une autre question que la nôtre aujourd'hui. On peut rappeler ici ce que propose François Dagonier. Évitons toute mystification. L'artiste doit être tenu non pour un inspiré, mais pour un réalisateur. A. Il manie des matériaux plus ou moins nouveaux et subtils. B. Il applique des règles et il en invente de nouvelles afin d'assembler tous ces ingrédients. C. Il exprime une gestualité, sa personnalité qu'on devine dans ses empattements et ses jeux de couleurs. D. Il dévoile des données insolites ou délaissées. Il est lui-même enchâssé dans une évolution tant de lui que de son époque qu'il traduit. L'artiste n'est donc pas sous inspiration qui ferait de lui un simple médium de quelque chose qui le dépasserait. L'artiste fabrique. Il manipule des matériaux transformant leur matière et leur organisation. Ce matériau, ce n'est pas seulement des couleurs et des formes, c'est aussi une histoire ou des histoires, la sienne, celle de son époque et celle de son art. Comme il écrit, de plus, l'examen de la matérialité tend à nous montrer en l'artiste, l'homme en qui et grâce à qui le monde se recentre. Il lui faut réunir ce qui, sans lui, s'éloigne, relier et ordonner. Que donc, dans cette opération, il puisse survenir quelque chose comme un accident fait partie de tout processus de manipulation. Mais l'accident n'est pas la création. L'artiste va choisir de retenir ou non, de transformer ou non cet accident et ses effets. Il va l'utiliser comme un matériau parmi d'autres et comme le dit Nicolas de Staël, il va en faire une chance, mais il en fait au sens strict quelque chose. L'œuvre n'est pas faite par l'accident mais par l'usage qu'en fera l'artiste. Un bon exemple est peut-être celui que nous a décrit, il y a quelques années, Richard Comte à propos d'affiches transformées par le temps et les intempéries. La sélection qu'il opère est acte de création, et ce n'est pas la météo qui est l'artiste, mais celui qui opère ce choix. On pourrait aussi proposer d'autres exemples où l'accident est programmé, par exemple avec ce que Pollock désigne comme dripping. Il dit ainsi: quand je suis dans mon tableau, je ne sais pas ce que je fais. C'est seulement après une espèce de prise de connaissance que je vois ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas peur d'effectuer des changements, de détruire l'image, etc. Parce qu'un tableau a sa vie propre. J'essaie de la laisser émerger. Et si j'en avais la compétence, je pourrais aussi citer les arts numériques, où il y a au sens strict une programmation informatique permettant de faire apparaître des formes ou des sons de façon accidentelle, mais en fait réglés par un algorithme. On pourrait ici risquer une comparaison avec l'improvisation en musique ou en poésie voire au théâtre, dans la mesure où les artistes qui s'y attachent soulignent tous le travail de préparation intense qui précède l'improvisation. N'improvise pas qui veut, et c'est sur la base d'une maîtrise extrême de son art que l'artiste peut se lancer dans une telle activité. Dans le fond, la capacité à faire avec un accident relève du métier au sens antique du terme, qui signifiait tout procédé, manuel, instrumental, intellectuel capable de transformer une matière brute, de la domestiquer, la rendre en plus apte à des images de plus en plus raffinées. La différence entre l'artiste et l'artisan qui apparaîtra progressivement à partir de la fin du XIIIe siècle, c'est que comme le soulignait bien le peintre Pierre Soulages répondant à l'écrivain Claude Simon, « Tu as tort, un artisan sait très exactement ce qu'il va fabriquer, telle chaussure, telle table, telle poterie. Nous ne savons jamais ce que nous allons faire, ou plutôt ce qui va se faire. » C'est d'ailleurs bien ce que souligne Sarah Troche dans l'article déjà cité qui cite successivement Étienne Souriau et surtout Denis Rioux. Denis Rioux, passant en revue plusieurs utilisations du hasard dans l'art de Duchamp à François Morellet, conclut dans une direction semblable quoique de manière plus nuancée. Quoi qu'il en soit, l'artiste conserve toujours un rôle déterminant. Il prend ou non des dispositions susceptibles de laisser le hasard se manifester, il accepte ou rejette les résultats obtenus, il assume sa responsabilité en signant de son nom. Il me semble que la dernière idée ici est essentielle. Quelle que soit la place que l'on donne au hasard, c'est l'artiste qui signe et par là assume, qu'il le dise ou non, un choix, celui d'entériner ou non ce qui a été produit par accident. Pierre Soris citant Jean Grenier, confirme bien ce point. Il ne fait pas de doute que cette mise au goût du jour est motivée par la situation artistique du moment. Aujourd'hui, affirme-t-il, Jean Grenier, la plupart des peintres nous disent, si vous les interrogez sur le mode de leur création, que celle-ci s'est faite sans eux. Ils reconnaissent qu'ils ont dirigé les démarches de ce hasard, mais de manière à ne jamais lui ôter l'initiative.
c'est pourquoi il se juge en droit de signer, la signature n'étant pas un effet du hasard. On retrouve bien l'ensemble des questions que j'ai tenté d'aborder ici, dans un passage très intéressant de Jean Dubuffet, que cite d'ailleurs Sarah Troche. Commencez un tableau, une aventure dont on ne sait où elle vous conduira. L'intérêt pour l'artiste reste faible s'il le savait par avance précisément, s'il devait exécuter un tableau qui au préalable serait entièrement fait dans son esprit. Dans cette première proposition, nous retrouvons ce que nous indiquait Pierre Francastel et dans un autre ordre d'idées Pierre Soulages dans le dialogue, auquel j'ai déjà fait allusion avec Claude Simon. L'œuvre ne préexiste pas à sa réalisation concrète et matérielle. Comme le dit Dubuffet, ce serait sans intérêt. Jean-Luc Godard d'ailleurs dit à peu près la même chose. Si l'on savait d'avance tout ce que l'on va faire, ce n'est plus la peine de le faire. Si un spectacle est tout écrit, à quoi sert de le filmer ? À quoi sert le cinéma s'il vient après la littérature ? Quand j'écris un scénario, moi aussi j'ai envie de tout mettre sur le papier, mais je n'y arrive pas. Je ne suis pas un écrivain. Faire un film, c'est superposer 3 opérations, penser, tourner, monter. Tout ne peut pas être dans le scénario, ou si tout y est, si déjà les gens pleurent ou rient en le lisant, il n'y a qu'à le faire imprimer et le vendre en librairie. Comme le disait Pierre Francastel, il y a irréductibilité entre les modes de pensée. Mais poursuivons la citation de Dubuffet. Rien de tel. L'artiste est attelé avec le hasard, ce n'est pas une danse à danser seul, mais à deux, le hasard est de la partie. Il tire à U et à dia, cependant que l'artiste dirige comme il peut mais avec souplesse, s'employant à tirer par... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.